Voici la traduction de l'histoire en français, en conservant le ton, la longueur, et tous les éléments culturels, géographiques et monétaires russes qui ont été établis dans la version précédente. Le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu tenait en 4 mots, nous ne t'avons jamais aimé. Ma grand-mère disait souvent que la vérité finit toujours par éclater. Pour elle, c'était une mise en garde. Pour moi, cela s'est avéré être une porte de sortie. Mais j'anticipe. Pour comprendre ce qui s'est passé le 14 octobre, il faut comprendre à quoi ressemblaient les 9 mois précédents, et à quoi, pour être honnête, ressemblait la majeure partie de ma vie. Je m'appelle Aglaya Voznesenskaya. J'ai 29 ans. Je suis organisatrice d'événements dans une agence boutique à Yekaterinbourg, ce qui signifie que je suis professionnellement, cliniquement et pathologiquement doué pour faire en sorte que les moments importants des autres se déroulent à la perfection. L'ironie de la chose ne m'échappe pas. Un mardi de janvier, un mardi qui ressemblait exactement à n'importe quel autre mardi, j'étais assise à mon bureau dans le quartier de Yekaterinbourg City. J'avais 4 onglets de navigateur ouverts, une tasse de café froid à ma gauche, et un téléphone coincé entre mon oreille et mon épaule pendant que je tapais. Le café froid n'avait rien d'inhabituel. Depuis l'automne, je n'avais pas bu une seule tasse chaude à mon bureau. Les onglets étaient les suivants: le portail des prestataires pour un mariage printanier que je coordonnais, un fichier PDF avec le plan de salle pour ce même mariage, un document Google avec les préférences de placement du couple, et le portail en ligne de la compagnie d'assurance de mes parents, où j'étais en attente depuis 22 minutes, espérant aider ma mère à réinitialiser un mot de passe qu'elle avait bloqué pour la 3e fois ce mois-ci. La musique d'attente était un arrangement de piano jazz de quelque chose de douloureusement familier, mais je n'arrivais pas à en retrouver l'air. Elle tournait en boucle toutes les 45 secondes. J'écrivais un email au fleuriste concernant les dimensions des centres de table quand l'opérateur de l'assurance a décroché. J'ai changé de téléphone d'oreille sans finir ma phrase. L'opérateur, un homme nommé Gordeï, d'après le message d'accueil automatisé, m'a guidé tout au long du processus de réinitialisation. Cela a pris 4 minutes. J'ai remercié Gordeï. J'ai raccroché, j'ai terminé l'email au fleuriste. Et j'ai envoyé un message à ma mère. Mot de passe réinitialisé. Tu vas recevoir un email avec le nouvel identifiant. S'il te plaît, enregistre-le cette fois. Elle a répondu 4 minutes plus tard: merci, ma chérie. Tu es si douée pour ces choses-là. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. À ce moment-là, mon café était froid depuis 1 heure. Je l'avais versé à 8h15, il était maintenant 9h47, et quelque part au cours de ces 92 minutes, j'avais eu le temps de répondre à 6 emails, de prendre 2 appels de prestataires concernant un dîner d'entreprise à venir, de confirmer la commande de nappes pour un mariage en avril, de rappeler à mon père par SMS qu'il devait renouveler son ordonnance pour ses pilules contre la tension avant jeudi, d'envoyer à ma mère la liste des courses pour le dîner du dimanche, un dîner qu'elle annulerait, samedi à 6h, invoquant la fatigue, comme elle le faisait souvent, et de passer 22 minutes en attente pour un mot de passe que j'aurais pu réinitialiser pour elle en moins de 3 minutes si elle m'avait donné le bon identifiant la première fois que je le lui avais demandé. Je ne vous raconte pas cela parce que c'était inhabituel. Je vous le raconte parce que c'était un mardi. Juste un mardi ordinaire. J'ai pris le café froid et en ai bu une gorgée, car reposer la tasse m'aurait semblé être un aveu de défaite. Puis mon téléphone a vibré. Une notification du calendrier. Fond blanc, police épurée, le genre d'alerte qui ne sait même pas ce qu'elle demande. Votre anniversaire est dans 10 mois. Souhaitez-vous planifier un événement? J'ai fixé l'écran. Par la fenêtre de mon bureau, Yekaterinbourg faisait ce qu'elle faisait toujours. Les voitures grondaient sur l'avenue, quelqu'un marchait à grands pas avec un gobelet en carton, au loin, une grue ajoutait un autre étage à un énième gratte-ciel. Tout bougeait. Tout était normal. J'ai tapé en réponse à la notification, oui. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé le café froid et j'ai pensé, d'accord. Je devrais probablement vous parler de ma mère avant de vous raconter quoi que ce soit d'autre, car aucun de mes actes n'a de sens sans elle. Rima Voznesenskaya a 54 ans, et elle a toujours été le centre de chaque pièce dans laquelle elle est entrée. Mais pas dans le sens que les gens donnent à cette expression quand ils font un compliment. Plutôt de la même manière que le siphon est le centre d'une baignoire, tout converge vers elle, qu'on le veuille ou non. Elle n'était pas une mère cruelle au sens explicite du terme. Elle me nourrissait, m'habillait, assistait aux événements scolaires, prenait des photos. De l'extérieur, la famille Voznesensky ressemblait exactement à ce à quoi elle devait ressembler, un beau cottage dans une banlieue chic près de Yekaterinbourg, un père travaillant dans la gestion logistique, une mère organisant des collectes de fonds caritatifs dans le quartier, et une fille qui travaillait bien à l'école et ne posait jamais de problème à personne. De l'intérieur, voici à quoi cela ressemblait: il fallait consulter ma mère pour chaque décision. Pas juste demander la consulter. Il y a une différence. Quand vous demandez un conseil à quelqu'un, vous pouvez le prendre ou le laisser. Quand il faut consulter quelqu'un, la décision ne se prend pas sans lui. Le choix de mon université. Mon premier appartement. Mon travail. La couleur des murs de ma cuisine, la nécessité ou non d'avoir un parking souterrain.
J'avais 22 ans quand j'ai pris une décision pour la première fois sans la faire valider au préalable par elle. Et le silence auquel j'ai eu droit pendant 3 jours ensuite, pas de la colère, juste une absence, le silence particulier d'une femme qui retire sa chaleur pour vous montrer à quel point il fait froid sans elle a été une leçon en soi. J'ai appris vite. La plupart des gens le font. Mon père, Igna, a 55 ans. Il se comporte comme un homme qui a décidé il y a bien longtemps que la réaction la plus efficace face à sa femme était l'accord passif. Ce n'est pas un homme mauvais. Il m'aime vraiment, mais discrètement et, surtout, sans défense. Il me disait que j'étais intelligente. Il est venu à mes remises de diplôme. Mais en 29 ans, il n'a pas une seule fois regardé ma mère au milieu d'une conversation pour dire « ça suffit ». Ce silence était, lui aussi, une forme de choix. Ce soir-là, j'ai appelé Zemfira depuis mon appartement dans le quartier du parc Karitonovski, assise en tailleur sur le canapé avec un verre de vin, face aux fenêtres sombres de janvier. Zemfira a 30 ans, elle est ma meilleure amie depuis que nous nous sommes retrouvés dans le même groupe d'études en 2e année de fac, et elle est organiquement incapable de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez elle, et l'une des choses qui rendait notre amitié parfois épuisante au début de ma vingtaine, quand faire semblant que tout allait bien était mon principal mécanisme de défense. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai raconté, l'appel à l'assurance, la liste de courses, le dîner du dimanche qui serait annulé le samedi, le café froid. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Tu connais l'expression, on ne peut pas verser d'une tasse vide ?» J'ai dit que je la connaissais. À un moment donné, « Tu ne verses plus que de l'air », a-t-elle dit. Littéralement. Tu es à sec, mais tu continues à faire le geste parce que tu ne sais pas comment t'arrêter. J'ai regardé par la fenêtre le lampadaire dans la rue. Un papillon de nuit décrivait des cercles lents et obstinés autour de lui, répétant la même action inutile encore et encore avec un grand dévouement. J'ai mis un rappel pour mon anniversaire aujourd'hui, ai-je dit. Ce n'est pas vraiment de ça que je parlais, a répondu Zemfira. Je sais, ai-je dit. Mais c'est lié. Elle m'a demandé quel genre de fête je voulais. Je lui ai dit que je n'avais pas encore décidé, mais que je savais quelle serait à moi. Pas, la nôtre, pas une fête de famille la mienne. Elle a dit, d'accord. Elle a dit que ça sonnait bien. Elle n'a pas demandé ce que j'entendais par cette différence. Elle le savait déjà. C'était en janvier. Mon anniversaire était en octobre. J'avais 10 mois, et j'allais tous les utiliser. Laissez-moi vous parler de 3 réveillons du Nouvel An. De 3 promotions. De 3 dîners du dimanche où j'ai quitté la maison de mes parents pour m'asseoir dans ma voiture dans leur allée pendant une minute entière avant de démarrer le moteur, fixant la porte du garage, en calculant combien de soirées de ce genre il me restait encore à vivre. Je ne vous fatiguerai pas avec toutes ces histoires. Juste celles qui comptent. Le premier incident a eu lieu il y a 3 ans. J'avais organisé le dîner du Nouvel An cette année-là, j'avais élaboré le menu, commandé une oie fermière d'un village près de Cissère parce que ma mère avait mentionné un jour en passant qu'elle préférait cette volaille, fait 40 minutes de route aller-retour pour aller la chercher, je l'avais fait mariner toute la nuit, coordonné les accompagnements avec 2 de mes tantes, dressé la table avec une belle nappe. 22 personnes. Le genre de repas dont ma mère aurait parlé pendant des semaines si quelqu'un d'autre l'avait organisé. Nous terminions le plat principal quand ma mère m'a regardé à l'autre bout de la table et a dit, avec le ton qu'elle utilise quand elle se montre magnanime, « Je suis tellement soulagée qu'Aglaya ait enfin trouvé un emploi stable. Je doutais vraiment qu'elle y arrive. » Elle a souri à la tante assise à côté d'elle. La tante a hoché la tête comme le font les gens quand ils ne sont pas sûrs de ce à quoi ils consentent, mais ne veulent pas en savoir plus. J'ai passé le plat de julienne. Je n'ai pas dit, je travaille sans interruption depuis mes 22 ans, je n'ai jamais eu de retard sur mon loyer, j'ai été promu 2 fois, et j'ai organisé tout ce dîner tout en gérant une semaine complète de clients au travail. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai rempli le verre d'eau de quelqu'un, j'ai changé de sujet, et plus tard, dans ma voiture dans leur allée, je suis resté assise pendant 58 secondes, j'ai compté avant de tourner la clé de contact. Le deuxième incident a eu lieu il y a 14 mois un mardi soir, lors d'un dîner chez eux, le jour où je leur ai annoncé que j'avais été promue coordinatrice principale d'événements. Mon père a dit « Félicitations, mon rayon de soleil », et c'était sincère. Tout son cœur était dans ces quelques mots et je le savais. Ma mère a posé sa fourchette et m'a regardé avec cette expression particulière qu'elle a lorsqu'elle s'apprête à recadrer quelque chose pour mon bien. Fais juste attention à ce que le travail ne devienne pas ton seul trait de personnalité, ma chérie, a-t-elle dit. Les hommes trouvent souvent ce genre de choses repoussant. J'avais 28 ans. Je ne lui avais pas demandé son avis sur les hommes. À ce moment précis, je ne pensais pas du tout aux hommes. Merci, maman, ai-je dit. Je veux juste que tu sois heureuse, a-t-elle répondu en reprenant sa fourchette. Igna a regardé son assiette. J'ai mangé mon poulet, j'ai pensé à ma promotion et j'ai laissé le moment faire ce qu'il semblait vouloir faire, se dissoudre dans l'agitation ordinaire d'un dîner du mardi, sans cérémonie, sans dispute, sans même reconnaître que quelque chose venait de se passer. Après cela, nous avons parlé de la météo.
Ma mère avait entendu dire que l'hiver serait peu enneigé. Aujourd'hui, je peux parler calmement de ces deux incidents. Mais le troisième, je le manipule encore avec précaution, comme un objet au bord tranchant et irrégulier. 6 semaines avant mon anniversaire, un mercredi après-midi d'août, j'étais en consultation avec une cliente dans mon bureau. Elle s'appelait Miroslava. Elle se mariait en avril, budget de l'événement. 4000 de roubles, lieu à l'extérieur de la ville, cérémonie dans un jardin, banquet pour 180 invités. Elle était organisée, décisive et avait amené 2 autres clients à notre agence. Selon tous les critères professionnels, c'était exactement le genre de client avec lequel on n'a pas droit à l'erreur. Je lui montrai le plan de salle révisé quand la porte de mon bureau s'est ouverte. Sans frapper. Elle s'est juste ouverte. Ma mère est entrée, vêtue d'un chemisier corail, portant un sac en toile d'une jardinerie locale, le genre de sac qu'elle prend pour aller au marché fermier le samedi matin. Elle m'a souri, puis a souri à Miroslava et a dit « Oh, je ne savais pas que tu étais avec quelqu'un. Je voulais juste déposer ces boutures de pélargonium dont je t'ai parlé. » Elle ne m'avait pas parlé de boutures. Je ne lui avais pas demandé de passer. Je ne lui avais pas dit où se trouvait mon bureau dans l'optique qu'elle y dépose des choses, ce qui est une information bien différente de dire simplement à sa mère où l'on travaille. Il existe une version de cette histoire où je demande à ma mère d'attendre dehors, je continue mon rendez-vous, et rien ne change. J'ai essayé de mettre en œuvre cette version. J'ai dit, « Maman, je suis au milieu d'une consultation. Tu peux me donner 20 minutes ?» Elle a dit, « bien sûr, je vais juste. » Et puis elle a posé son sac, s'est tournée vers Miroslava et a demandé, « Vous êtes l'une des clientes d'Aglaya ? Elle est tellement talentueuse. J'ai toujours dit qu'elle avait l'œil pour les belles choses. C'est pour votre mariage ? Ma fille a organisé le mariage de la fille de nos voisins il y a 2 étés. C'était magnifique. J'ai des photos sur mon téléphone si vous. » Miroslava a été polie. Miroslava a fait preuve de tact. Miroslava est restée assise pendant 4 minutes pendant que ma mère lui montrait des photos d'un mariage qu'elle n'avait pas demandé à voir. Puis ma mère est partie, chaleureusement, joyeusement, en me serrant l'épaule au passage et en disant qu'on se verrait dimanche. Ma chérie. Je me suis rassise avec Miroslava et nous avons essayé de reprendre le fil. Miroslava a reporté le reste de notre rendez-vous à la semaine suivante pour vérifier quelques détails. Le lundi suivant, elle a appelé pour m'informer qu'elle avait décidé de choisir une autre agence pour organiser son événement. 4000 de roubles. Évaporé. 2 heures après que ma mère soit passée déposer des boutures que je n'avais pas demandées. Je suis resté longtemps à digérer ça après l'appel. Pas l'argent était une perte commerciale, et il y a des pertes dans les affaires. Je digérais la qualité spécifique de ce qui venait de se passer. Ma mère n'était pas venue à mon bureau pour me blesser. Elle était venue parce qu'elle voulait me voir et qu'elle était organiquement incapable d'attendre. La possibilité que j'ai quelque chose de plus important à faire un mercredi à 14h30 que d'accueillir sa visite ne lui avait tout simplement pas traversé l'esprit, pas d'une manière réelle en tout cas. Elle n'avait pas l'intention de détruire quoi que ce soit. Elle était juste venue, et la destruction l'avait suivie, comme un chien en laisse, et elle avait souri tout du long. Cette nuit-là, j'ai appelé Zemfira et je lui ai raconté. Zemfira a prononcé un mot que je ne répéterai pas ici, mais qui était absolument le mot parfait pour la situation. Puis elle a demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'étais assise sur mon canapé, le rappel de mon anniversaire ouvert sur mon téléphone depuis le mois de janvier. C'était il y a 10 mois. Il n'en restait plus que 8. Je l'ai regardé. « Tu te souviens de cette fête dont je t'ai parlé ?» ai-je dit. « Pour mon anniversaire. Je vais l'organiser. Comme il faut. De la manière dont je sais planifier les choses. » Zemfira s'est tue une seconde. Elle me connaît. Elle me connaît depuis 7 ans, et, dans cette seconde de silence, elle a compris que je ne parlais pas de traiteur et de composition florale. « D'accord », a-t-elle fini par dire. « Dis-moi ce qu'il te faut. Il me faut 30 personnes, ai-je dit. Mais Jean. Et j'ai besoin que tu sois là. » Elle a dit qu'elle y serait. C'était 6 semaines avant mon anniversaire. 6 semaines avant que je finisse de planifier tout ce qui devait être prêt avant le 14 octobre. Et quand je dis tout, je veux dire tout. La fête. Le lieu. La liste des invités. L'appartement à Saint-Pétersbourg. Le bail que je n'avais pas encore signé mais que j'allais signer. Le travail que je n'avais pas encore accepté mais que j'allais accepter. Ma mère pensait qu'elle venait à une fête d'anniversaire. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait assister à une conclusion. L'email de l'agence Romanov, partenaire, est arrivé un jeudi matin à la fin du mois de septembre, 3 semaines avant mon anniversaire. J'ai failli le rater. Il avait atterri dans le dossier secondaire de ma boîte professionnelle où arrivent les correspondances non liées aux clients, et je ne l'ai trouvé que parce que je faisais du tri pendant le déjeuner, l'équivalent professionnel du rangement d'un tiroir à babioles, une tâche que vous entreprenez quand vos missions principales sont sous contrôle et que vous avez besoin de vous sentir productive. L'objet du mail indiquait « Poste de directeur principal, relocalisation de Yekaterinbourg à Saint-Pétersbourg ». Je l'ai lu 2 fois.
Puis j'ai posé mon téléphone face contre le bureau et j'ai fini mon déjeuner, un sandwich à la dinde que j'avais préparé à 6h45 du matin parce que j'essayais de dépenser moins d'argent et de passer plus de temps à faire des choix conscients pour les petites choses. Le sandwich était bon. Je l'ai mangé lentement. Puis j'ai repris mon téléphone et j'ai lu le message une 3e fois. Romanov, partenaire, était une entreprise que je connaissais de réputation, le genre de structure qui gérait des événements à une échelle à laquelle mon employeur actuel ne faisait qu'aspirer. Galas d'entreprise. Levée de fonds pour des fondations artistiques. Le genre de travail où le seul budget floral dépassait le coût de certains mariages que je coordonnais en une année. Il m'avait trouvé par le biais d'une connaissance commune, le directeur d'une organisation à but non lucratif dont j'avais organisé le gala annuel au printemps. L'offre concernait le poste de directrice principale de l'expérience client. Le salaire était 40% plus élevé que mon salaire actuel. Il y avait une aide à la relocalisation. La prise de poste était prévue pour le 1er janvier. J'ai gardé cet email pour moi pendant 2 jours, sans rien dire à personne. Le samedi matin, je suis allé au café de mon quartier, j'ai commandé un RAF, je me suis assise à une petite table près de la fenêtre et j'ai regardé les annonces de location d'appartements du côté de Petrograd, à Saint-Pétersbourg. Je n'étais allé à Pité qu'une seule fois, pour une conférence il y a 4 ans. Je me souvenais de sa lumière, de cet éclat gris-vert si particulier, qui donnait l'impression que tout était filmé à travers un filtre qui n'avait pas encore été inventé. J'ai trouvé un 2 pièces sur la perspective Bolkoï. Un loyer raisonnable pour la ville. Une grande fenêtre orientée à l'est, disponible le 1er novembre. J'ai longuement regardé les photos. La fenêtre donnait sur une rue calme, avec un café au coin. Il y avait un magasin de bricolage de l'autre côté de la rue. J'ai appelé le propriétaire. J'ai posé mes questions. J'ai soumis mon dossier. Le dimanche soir, j'ai reçu l'approbation. J'ai signé le bail électroniquement, viré la caution, et noté l'adresse de Saint-Pétersbourg dans mon agenda sur une nouvelle page que j'ai simplement intitulée « Ensuite ». Le lundi matin, j'ai appelé Romanov, partenaire, et j'ai accepté l'offre. Ensuite, j'ai appelé Zemfira. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. Puis elle a dit « Tu déménages à Pité. En janvier. Tu as accepté une offre d'emploi à Pité et tu m'en parles après coup, 4 jours plus tard. J'avais besoin de réfléchir. Il te fallait signer un bail et accepter une offre avant qu'on en parle, a-t-elle dit. Ce n'était pas une accusation, juste un fait. C'est ainsi que Zemfira énonce la plupart des choses. Ça aussi, ai-je dit, une autre pause. Je pouvais l'entendre poser lourdement quelque chose sur un plan de travail, elle devait être en train de cuisiner. Elle cuisine toujours quand elle a besoin d'assimiler une information. Tu vas bien ? A-t-elle demandé. Je crois que je vais plus que bien, ai-je répondu. Je crois juste que je ne m'y suis pas encore habitué. Elle m'a posé des questions sur la fête. Je lui ai fait part de mes projets. Le lieu choisi était l'Osa, un bar à vin sur la rue Malicheva, qui se privatisait pour des événements le week-end. Je l'avais repéré 2 mois plus tôt. Je suis organisatrice, je remarque les salles de la même façon que d'autres remarquent les chaussures. La salle privée pouvait accueillir confortablement 35 personnes, et disposait de sa propre entrée sur une rue calme. Une bonne acoustique, une lumière tamisée, un bar qui proposait des dégustations de vin et un petit menu de tapas. C'était le genre d'endroit qui donnait l'impression d'appartenir aux gens qui s'y trouvaient sur le moment, et non à ceux qui l'avaient loué avant vous. J'avais versé la compte en août. La salle était réservée pour le 14 octobre, un samedi, à 19h. La liste d'invités comptait 30 personnes. Et chacune d'entre elles était là pour moi. Mes collègues de l'agence. Mon ami Trofime, que ma mère considérait comme une mauvaise fréquentation parce qu'il l'avait contredite un jour lors d'un dîner sans s'excuser. Mes amis de la fac, Dinara et Roxana, qui vivaient à Tiumen et qui me demandaient depuis des mois d'organiser des retrouvailles. Mon voisin Veniamine du 2e étage, il avait 67 ans, il était à la retraite, promenait son chien devant ma porte tous les matins à 7h15 et frappait toujours 2 fois si j'avais oublié de ramasser mon courrier. Rima et Ignat étaient sur la liste. En tant qu'invité. Pas en tant que co-organisateur, ni en tant que maître de cérémonie, ni en tant que personne dont j'avais sollicité ou allait solliciter l'avis sur le lieu. Juste des invités. Tu l'invites, a dit Zemfira. Ce n'était pas une question. Oui. Pourquoi ? J'ai réfléchi à la façon de répondre à cela. Parce que si je ne l'invite pas, ai-je dit, je passerai le reste de ma vie à me demander ce qui se serait passé si je l'avais fait. Et parce que j'ai besoin de témoins. Zemfira a de nouveau posé quelque chose avec un bruit sourd sur la table. Des témoins, a-t-elle répété. 30 personnes qui me connaissent, ai-je dit. Qui connaissent mon travail, ma vie, ce que j'ai construit. 30 personnes qui comprendront exactement ce qu'elles verront, quand elles le verront. Il y avait dans ce que je décrivais quelque chose que je ne disais pas à voix haute, car je n'en avais pas besoin. Zemfira et moi étions amis depuis 7 ans. Elle comprenait que je ne tendais pas un piège au sens dramatique du terme. Je n'avais pas l'intention de confronter ma mère, de la démasquer ou de présenter des preuves contre elle.
Je m'entourais simplement d'une pièce remplie de personnes qui seraient témoins de ce qui se passerait, peu importe quoi. Et si rien ne se passait, si Rima venait, s'asseyait tranquillement, levait son verre et disait « Joyeux anniversaire », alors j'aurais eu une très belle fête, et je serais parti à Saint-Pétersbourg en novembre sans drame, sans culpabilité, pour une sortie propre. Mais je connaissais Rima. « Qu'attends-tu de moi » a demandé Zanfira. « Sois là. Regarde. C'est tout. Je peux faire ça » a-t-elle dit. Aglaïa. « Je sais, ai-je dit. Je veux juste le dire. Tu n'es pas obligé de le dire. Tu méritais mieux que ça, a-t-elle dit. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai regardé l'agenda sur mon bureau, la page marquée, ensuite, l'adresse à piter écrite de mon écriture. Par la fenêtre, la lumière de septembre tombait, chaude et oblique, sur le bâtiment en briques d'en face. Les restes de l'été essayaient de placer leurs derniers mots avant de céder la place à l'automne. Je commence moi aussi à le penser, ai-je répondu. 3 jours plus tard, ma mère a appelé pour proposer son aide dans la préparation de la fête. Je lui ai dit que le lieu s'en occupait. Elle a dit qu'elle pouvait apporter des centres de table. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Je veux juste être utile, a-t-elle dit, avec le ton qu'elle emploie quand « utile » signifie « présente et aux commandes ». Tu es une invitée, maman, ai-je dit. Les invités ne font pas la décoration. Il y a eu un silence. Pas très long, juste le demi-seconde de réajustement qu'une personne fait lorsque la conversation prend une tournure inattendue. Puis elle a dit « bien sûr », a ajouté qu'on se verrait le 14, et nous nous sommes dit au revoir. J'ai reposé le téléphone et j'ai noté dans mon agenda « appel de Rima concernant la préparation ». Rédigé. Ensuite, je suis retourné aux documents d'embauche de Romanov, partenaire, sur lesquels je travaillais le soir. Un peu chaque soir, comme quelqu'un qui déballe ses affaires dans un nouvel endroit, un tiroir à la fois. 8 jours avant la fête, ma mère a appelé pour proposer son aide pour la décoration. Je veux être précise ici, car la précision est importante quand on décrit un schéma récurrent. Elle n'a pas demandé si j'avais besoin d'aide pour la décoration. Elle a appelé pour l'offrir, ce qui est une construction grammaticale différente et un contrat social totalement différent. Poser la question implique que l'autre personne a le choix de refuser. Offrir implique que l'autre personne n'a simplement pas encore réalisé qu'elle en avait besoin. Le lieu s'occupe de la mise en place, lui ai-je dit. Tu n'as rien à apporter. Je pourrais faire les compositions florales pour les tables, a-t-elle dit. J'en fais depuis bien avant ta naissance. En octobre, les hortensias sont magnifiques, et je connais une femme au marché central qui en a d'un bleu poudré somptueux. Traumor. Il y a déjà des centres de table, ai-je répondu. Ils sont inclus dans la location. Une pause. Mais ils ne seront pas personnalisés. Ils n'ont pas besoin d'être personnalisés, ai-je dit. C'est un bar à vin, pas une réunion de famille. Une autre pause, légèrement plus longue. Je veux juste aider. Je sais, ai-je dit. Tu es une invitée. Être une invitée, c'est ça ton aide. Elle a dit, bien sûr, qu'elle comprenait parfaitement, et qu'on se verrait le 14. L'appel s'est terminé chaleureusement, comme se terminent presque toujours ces appels avec cette chaleur spécifique d'une femme qui classe mentalement quelque chose dans un dossier pour plus tard. 5 jours avant la fête, mon père a appelé. Kinia Wozniacki m'appelle directement, sans passer par ma mère, signifiait l'une de ces deux choses, soit il avait une question pratique spécifique à laquelle moi seul pouvais répondre, soit il faisait de la diplomatie. J'ai compris de quelle option il s'agissait en 4 secondes. Salut, ma puce. C'était l'ouverture. Salut, ma puce signifie qu'on lui a demandé d'appeler. Salut, papa. Ta mère est un peu. Elle a mentionné qu'elle t'avait proposé son aide pour la fête et que tu avais refusé. J'ai dit que le bar s'occupait de la décoration. Elle n'a rien à faire. Oui. Il s'est tu. Je pouvais entendre la télévision en fond sonore, une chaîne de sport. Elle se sent juste un peu. Enfin, tu connais ta mère. Je savais comment elle était. Je le savais depuis 29 ans. J'ai attendu pour voir s'il y aurait autre chose. Elle s'inquiète, a-t-il dit. Pour la fête. Elle n'arrête pas d'en parler. J'ai pensé au bail de l'appartement à Saint-Pétersbourg, au document de Romanov, partenaire. À la page de mon agenda marqué, ensuite, j'ai pensé à la première boîte que je n'avais pas encore faite, mais que j'allais remplir ce week-end. J'ai imaginé ma mère parler de la fête à ses amis, la décrivant probablement comme un événement à l'organisation duquel elle avait activement participé, comme elle décrivait la plupart de mes actions. Je suis contente qu'elle s'en réjouisse, ai-je dit. Elle va passer un bon moment. Oui, a répondu Igna. Sûrement. Une autre pause. Tout va bien pour toi? C'était la façon d'Igna d'essayer de dire quelque chose. Il ne pouvait pas parler de l'essentiel, il n'avait jamais pu, mais il pouvait poser une petite question qui sous-entendait la grande, et au fil des ans, j'avais appris à l'entendre pour ce qu'elle était. J'ai répondu que j'allais bien. Il a dit, bien, nous nous sommes dit au revoir. Après avoir raccroché, je suis resté figé un instant dans la cuisine, à penser à mon père. À 29 années de diplomatie détournée, d'angles arrondis et de
tu connais ta mère. À toutes ces fois où l'essentiel était resté non dit parce que le dire aurait exigé un courage qu'il n'avait pas, ou qu'il ne croyait pas avoir, ce qui revenait au même. Il m'aimait. Mais toute ma vie, il avait aimé sa propre tranquillité encore plus. Je ne savais pas trop quoi faire de ça. J'ai posé cette pensée sur une étagère mentale et je l'y ai laissée. 2 jours avant la fête, elle a essayé encore une fois. Cet appel était différent. Le ton prévenant était toujours la mamère et cohérente mais en dessous, si l'on savait quoi écouter, les bords commençaient à s'effilocher, comme un tissu qu'on a trop longtemps tiré dans la même direction. Elle voulait connaître la liste des invités. Pas tout le monde, a-t-elle dit, juste pour avoir une idée de qui sera là. Je lui ai répondu qu'il y aurait surtout des collègues de travail et des amis de la fac. Elle a demandé si Trophime serait là. J'ai répondu par l'affirmative. Elle a émis un petit son, pas tout à fait un soupir, pas tout à fait un mot qui exprimait son opinion sur Trophime sans l'exprimer techniquement. Ensuite, elle a posé des questions sur les discours. Y a-t-il long programme? A-t-elle demandé. Quelqu'un va prendre la parole? Il faudrait probablement un toast. Il n'y a pas de programme officiel, ai-je dit. C'est juste une fête. La famille dit toujours quelque chose aux anniversaires, a-t-elle dit. Et sa voix a légèrement changé, comme une clé qui essaie de trouver la bonne encoche dans la serrure. C'est tout naturel. Je pourrais dire quelques mots. Rien de grandiose. Maman. J'ai prononcé son nom d'un ton qui n'était pas méchant, mais qui n'admettait aucune négociation. Ce n'est pas ce genre de fête. Le silence qui a suivi a duré 3 secondes. Je le sais parce que j'ai compté, c'est ainsi que je compte quand j'ai besoin de rester dans mon corps et de ne pas me perdre dans ma tête. Très bien, a-t-elle dit finalement. À samedi, ai-je répondu. À 19h. Nous y serons, a-t-elle dit. Après avoir raccroché, j'ai noté dans mon agenda, 2e appel pour contrôler la fête. Rédiger. Puis, en dessous, j'ai ajouté en petits caractères une note pour moi-même, elle a peur de quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. 6 jours plus tard, j'allais me souvenir de ce que m'avait dit mon père, chose que je ne prévoyais pas encore, mais que je ressentais déjà dans ses appels. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la peur. Ma mère avait construit son identité sur le fait d'être indispensable à ceux qu'elle aimait. Et il se passait quelque chose chez sa fille qu'elle pouvait ressentir mais pas nommer, comme une chute de pression avant un changement de temps. Elle ne pouvait pas voir le bail à Saint-Pétersbourg, elle ne pouvait pas voir l'offre d'emploi. Elle ne voyait qu'une fête d'anniversaire qu'on ne lui avait pas demandé d'aider à organiser. Une liste d'invités remplie de gens qu'elle ne connaissait pas. Une fille qui répondait chaleureusement à ses appels mais ne lui racontait rien. Je n'avais pas pitié d'elle. Mais, je la comprenais. Ce qui est différent. La veille de la fête, j'ai fait un carton. Un seul. Des livres dont je n'aurais pas besoin le mois prochain, quelques romans que je comptais relire, un recueil d'essais d'un auteur que j'aimais, l'album photo que Benjamin du 2e m'avait prêté 6 mois plus tôt et que je devais lui rendre avant de partir. J'ai rabattu les pans, mis du scotch sur le dessus et j'ai écrit sur le côté au marqueur noir, « Livre pour Pité ». Je l'ai posé près de la porte d'entrée pour le voir le lendemain matin. L'appartement était silencieux. Dehors, la rue vivait sa vie habituelle de veille de samedi soir. Des rires venant du bar à 2 pâtés de maison de là. Une voiture qui passait avec la musique à fond. Je me suis préparé une tasse de thé que je n'ai pas fini, je me suis assise sur le canapé et je n'ai pensé à rien de particulier. À 22h15, je me suis couché. J'ai dormi 8 heures d'affilée, ce qui, si vous saviez ce qui m'attendait le lendemain, pourrait paraître étrange. Mais j'avais tout planifié depuis 10 mois. Tout ce qui devait être fait l'était. Le bail était signé. Le travail était accepté. La compte pour Loza avait été encaissée en août. La liste des invités était confirmée, Zemfira serait là. Il ne restait plus rien à préparer. J'ai éteint la lumière, fermé les yeux et j'ai laissé venir le samedi. Je suis arrivé à Loza, à 18h15. La fête ne commençait qu'à 19h, mais je suis organisatrice, et arriver sur un lieu 45 minutes en avance n'est pas un acte conscient, c'est plutôt un réflexe, de la même façon que certains vérifient 2 fois la gazinière avant de sortir. J'ai fait le tour de la salle. Une entrée privée sur une rue calme exactement comme dans mes souvenirs. Une lumière chaude au plafond, pas trop vive, le genre d'éclairage qui donne aux gens l'air d'être dans un de leurs bons jours. Ma playlist passait déjà dans les enceintes, je l'avais envoyée au gérant la semaine précédente. Les verres de dégustation de vin étaient alignés sur chaque table. 4 verres à la suite, avec des cartes écrites à la main par un membre de leur personnel. Tout était à sa place. Je suis resté un instant au milieu de la pièce pour l'observer, 31 chaises autour de 5 tables. La mienne était à la table N3, face à la porte, parce que je me place toujours là où je peux voir l'entrée, une autre habitude professionnelle que je n'arrive plus à désactiver depuis des années. La pièce sentait le bois, la cire de bougie et quelque chose d'un peu floral venant de la cuisine. Dehors, le bruit de la rue Malicheva ressemblait à un léger murmure. La ville vivait son samedi soir. Et cet endroit était à moi. Je l'avais construit à partir de rien, de la façon dont je construisais tout, un détail confirmé à la fois, un acompte validé, un email répondu. J'avais fait ça pour les événements d'autres personnes pendant 7 ans.
Pour moi-même, je l'avais fait exactement une fois. J'ai réajusté un verre de vin qui n'en avait pas besoin et je suis allé attendre près de la porte. Ils sont entrés comme le font toujours mes proches, par 2 ou par 3, un peu hésitants en découvrant la salle jusqu'à ce qu'ils me voient, et alors, cette hésitation disparaissait aussitôt. Trophime est arrivé le premier, ce qui m'a surprise, car Trophime est organiquement opposé à la ponctualité. Il m'a prise dans ses bras et m'a dit que j'avais l'air de quelqu'un qui avait pris une décision, ce qui n'était pas tout à fait faux. Dinara et Roxana sont arrivés ensemble de Tumen, déjà au milieu d'une histoire sur leur trajet qu'elles m'ont raconté simultanément dans 2 versions différentes. Venyamine du 2e étage est apparu dans un veston que je ne lui avais jamais vu porter, tenant une carte et une enveloppe jaune, et il m'a dit que mon appartement avait été très silencieux cette semaine. J'ai répondu que oui, j'avais été occupé. Il a répondu qu'il s'en doutait. Ma collègue Glafira est venue avec son mari et a apporté une bouteille de vin d'Abro d'Urso, en disant que j'en aurais besoin plus tard. Sans raison particulière. 30 personnes. A dit à 9h30, la pièce avait son propre son, des conversations qui se croisaient, des rires, la chaleur particulière des gens qui sont heureux d'être là. Je me déplaçais entre les tables de la même manière que je le fais toujours lors des événements, brièvement, avec attention, m'assurant que chacun se sente remarqué, mais sans laisser aucune conversation me retenir assez longtemps pour que j'arrête de lire la salle. Zemfira est arrivée à 19h20 et m'a trouvé au bar. Elle a commandé un verre de pinot noir, s'est tenue à mes côtés et a balayé la pièce du regard avec le calme de quelqu'un qui a été briefé et qui prend son service. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, et ce fut la fin de cette conversation. Rima et Ignat sont arrivés à 19h22. Ils ont été les derniers invités à arriver, ce que j'ai noté sans y accorder d'importance. Rima portait un chemisier en soie d'un bordeaux profond, considérablement plus formel que ne le demandait le lieu, et sa coiffure était arrangée comme elle ne le fait que pour les occasions qu'elle juge importantes. Igna portait un blazer et n'avait pas oublié de se raser, ce qu'il ne fait pas toujours le week-end. Ma mère est entrée, et ses yeux ont balayé la salle comme ils le font toujours dans un nouvel espace rapidement, cataloguant tout. Elle cherchait des visages connus. Elle n'en a trouvé aucun, pas un seul visage qu'elle connaissait, pas une seule personne qui ne se soit retournée à son arrivée. La pièce ne s'est pas réorganisée autour de son arrivée comme le font les espaces auxquels elle est habituée. J'ai observé la scène. J'ai vu son sourire s'ajuster d'une fraction de seconde, toujours présent, toujours chaleureux, juste légèrement recalibré. Igna m'a trouvé immédiatement et m'a prise dans ses bras comme il faut, comme un père serre sa fille dans ses bras quand nous ne sommes que tous les deux et qu'il n'a pas besoin de jouer un rôle pour le public. Joyeux anniversaire, mon rayon de soleil, m'a-t-il dit dans le creux de l'épaule. C'était sincère. Je me suis accroché à ce moment pendant une seconde. Puis Rima m'a serré dans ses bras, m'a dit que j'étais magnifique et que la salle était charmante. Je l'ai remercié. Je les ai conduits à la table numéro 4 et les ai présentés aux 2 collègues qui y étaient assis, Pelageya et son partenaire, qui se sont montrés très courtois et ont facilement entamé la conversation. Je les ai laissés s'installer et je suis retourné à la fête. Pendant l'heure qui a suivi, je n'ai pas regardé ma mère. Je n'en avais pas besoin. Après 7 ans de travail dans l'événementiel, on développe une vision périphérique de la pièce, une carte montrant où se trouve l'énergie, où elle retombe, où quelque chose est en train de changer. Ma mère était à la table 4, et l'énergie était agréable mais contenue. Rima a essayé de lancer plusieurs conversations. La plupart ont tourné court. Les gens dans cette salle me connaissaient, ils connaissaient mon travail, ma vie, ma façon d'agir. Ils n'avaient aucun point commun avec ma mère, et elle n'avait rien à leur offrir à part le fait d'être ma mère, ce qui, dans cette salle, ce soir-là, n'était pas un titre de gloire qui avait du poids. J'ai vu qu'on lui a resservi du vin 2 fois. J'ai vu qu'Igna a posé la main sur son bras à un moment donné, et s'est penchée pour lui dire quelque chose. J'ai vu qu'elle a hoché la tête et s'est redressée. À 20h30, j'ai découpé le premier des gâteaux d'anniversaire, une idée de Venyamine, il s'était arrangé avec le bar sans me le dire. Un petit gâteau au chocolat avec une seule bougie, car il avait dit qu'une seule suffisait, et que plus serait de la frime. Tout le monde a chanté. J'ai soufflé la bougie. Trophime m'a porté un toast de 3 phrases, absolument exact, ce qui est le seul type de toast qui vaille la peine d'être prononcé. À 20h41, du coin de l'œil, j'ai vu ma mère repousser sa chaise. Mon corps l'a enregistré avant mon cerveau. Mes mains, qui tenaient une fourchette et une petite assiette, se sont immobilisées. Pas figées, juste immobiles. Comme le fait une pièce juste avant que quelque chose n'arrive. Rima s'est levée. Elle n'a pas tapé sur un verre. Elle n'a pas réclamé l'attention par un mot. Elle s'est simplement levée et a élevé la voix. Et dans une salle où 30 personnes tenaient 30 conversations, sa voix a percé le brouhaha comme le fait toujours un certain type de voix, pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle avait pris une décision. Est-ce que je peux? Est-ce que tout le monde peut m'accorder une minute? Elle regardait la salle, pas moi. Sa voix était celle qu'elle emploie quand elle s'apprête à dire quelque chose qui, selon elle, demande un courage incroyable.
J'ai passé toute la soirée assise ici à écouter tout le monde dire à Aglaya à quel point elle est merveilleuse, et je pense. Elle a fait une pause, et sur son visage a glissé quelque chose que je ne pouvais pas nommer, et que je n'ai pas essayé de nommer. Je pense qu'il est temps d'avoir un peu d'honnêteté. De la vraie honnêteté. Le genre d'honnêteté que les familles se doivent mutuellement. La salle était devenue silencieuse. Complètement. Comme c'est le cas quand quelque chose passe de la fête à autre chose, et que personne ne sait encore ce que sera cette autre chose. C'est alors qu'elle m'a regardé. Nous ne t'avons jamais vraiment aimé, a-t-elle dit. Pas comme des parents le devraient. Je ne sais pas pourquoi. J'y ai réfléchi et je n'ai pas de réponse. Mais je crois que tu mérites d'entendre la vérité. 30 personnes. Pas un seul son. Je n'ai pas regardé Igna. J'ai regardé ma mère. Elle était toujours debout, tenant toujours son verre de vin. Et sur son visage, je pouvais voir ce qui se cachait sous la surface, la peur qui s'était accumulée à chaque appel téléphonique, à chaque offre redirigée, à chaque question restée sans réponse sur une liste d'invités qu'elle ne connaissait pas. Elle était venue ici pour reprendre quelque chose. Elle avait visé le centre de la pièce et elle avait tiré. Et maintenant, elle attendait de voir ce qui s'effondrerait. J'ai posé ma fourchette. J'ai posé mon assiette sur la table. Lentement, sans me presser. 3 secondes. Je me suis levé. Je l'ai regardé comme on regarde quelque chose qu'on a essayé de voir clairement pendant très longtemps, et qu'on arrive enfin à voir. Merci pour ton honnêteté, ai-je dit. Ensuite, j'ai attrapé ma veste derrière le dossier de ma chaise. Je ne l'ai pas mise, je l'ai juste gardée à la main comme on tient une chose dont on sait qu'on va bientôt avoir besoin, sans pour autant être en train de fuir. J'ai regardé Zemfira à l'autre bout de la pièce. Elle me regardait déjà. Nous n'avions pas besoin de mots pour ce qui s'est passé entre nous, nous étions amis depuis 7 ans. J'ai marché vers la porte. Je l'ai poussée pour sortir dans la rue calme. Et l'air d'octobre s'est engouffré, frais et si particulier, sentant la ville et quelque chose qui brûlait au loin, peut être des feuilles ou un feu de cheminée dans une maison du quartier. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 5 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Le moteur était éteint. L'horloge du tableau de bord affichait 20h57. La rue était calme. L'entrée privée de Loza donnait sur une ruelle qui n'était pas très fréquentée le samedi soir, toute l'animation se concentrant sur l'avenue principale, à 2 pâtés de maisons de là. Je pouvais entendre faiblement la musique du bar, là, bas un rythme régulier, indistinct à cette distance, comme un poule. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis resté assise, les mains posées sur les genoux, pas sur le volant, juste sur mes genoux. Et je fixais le mur de briques du bâtiment de l'autre côté de la ruelle, en pensant à ma grand-mère. Elle disait souvent que la vérité finit toujours par éclater. J'avais pensé à cette phrase des centaines de fois au fil des ans, surtout comme à un avertissement, quelque chose dont il fallait se méfier, un rappel que les choses étouffées finissent toujours par remonter d'elles-mêmes. Mais, assise dans cette voiture, dans ce silence si particulier, j'en ai compris autre chose. Parfois, la vérité qui éclate n'est pas une catastrophe. Parfois, c'est juste la dernière chose qui devait arriver avant que vous ne puissiez partir. J'ai pensé au visage d'Igna. Pas à celui de Rima, je l'avais observé. Mon esprit revenait sans cesse à Igna, qui était à la table 4 quand sa femme s'était levée, et dont le visage, à ce moment-là, n'avait montré aucune surprise. C'était le regard d'un homme qui a observé une porte en particulier pendant très longtemps et qui la voit enfin s'ouvrir. Pas exactement du soulagement, quelque chose de plus proche de la reconnaissance de l'inévitable. Il savait. Il savait que quelque chose se préparait et il ne l'avait pas empêché. Et c'est avec ça que je me trouvais dans l'obscurité de cette voiture. Pas ce que ma mère avait dit, mais ce que mon père n'avait pas fait, ce qui était l'histoire la plus longue, celle qui remontait le plus loin et qui coûtait le plus cher. Mon téléphone s'est illuminé sur le siège passager à 20 et 1/4. Le nom d'Igna sur l'écran. Je l'ai regardé sonner. 6 sonneries, puis la messagerie vocale. À 20 et 1/7, Rima. J'ai regardé ça aussi. À 20 et 1/9, un message de ma collègue Glafira qui était à la fête. Tu vas bien? Où es-tu allé? C'était de la folie. Appelle-moi. À 20 et 1/12, Igna à nouveau. À 20 et 1/18, un numéro que je ne connaissais pas, et qui s'est avéré être celui de mon cousin Démide, à qui je n'avais pas parlé depuis près d'1 an, et qui avait apparemment déjà tout appris de quelqu'un, ce qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la vitesse à laquelle les nouvelles commençaient à se propager. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Zemfira, ce qui m'a pris 11 minutes à cette heure-là. Je me suis garé dans la rue. Je suis monté. Elle était déjà rentrée, elle avait quitté la fête peu après moi, ce qui, comme je l'ai appris plus tard, n'était pas un plan convenu entre nous, mais simplement parce qu'après mon départ, l'atmosphère de la salle était devenue si étrange que rester lui semblait être un choix qu'elle n'était pas prête à faire. Elle a ouvert la porte quand elle m'a entendu dans les escaliers et n'a rien dit, ce qui était la réaction absolument parfaite. Elle a fait du thé. Je me suis assise à la table de sa cuisine. Pendant quelques minutes, aucune de nous n'a parlé.
Puis elle m'a raconté ce qui s'était passé après mon départ. Je vais vous le raconter comme elle me l'a raconté, brièvement, car elle n'est pas du genre à s'étendre sur les détails quand les faits se suffisent à eux-mêmes. Rima était restée debout pendant environ 30 secondes après que j'ai passé la porte. La salle est restée silencieuse pendant presque tout ce temps. Ensuite, quelqu'un de la table, un Bovena, qui travaille dans le département des opérations de mon agence et que je connais depuis 4 ans, s'est levé, s'est dirigé vers la table 4 et a dit à Rima, d'une voix assez basse pour être poli mais assez claire pour être entendu, « Vous venez de dire à votre fille que vous ne l'aimez pas. À sa fête d'anniversaire. Devant 30 personnes. Je veux m'assurer que vous comprenez bien ce que vous avez fait. » Rima a commencé à répondre. Igna a posé la main sur son bras. Bovena est retourné à sa table. Au cours des 20 minutes suivantes, plusieurs personnes sont parties. Sans drame, ils se sont dit au revoir entre eux, ont pris leur veste et sont partis. Ceux qui sont restés ont fini leur vin et ont parlé avec la prudence des gens après que quelque chose a brisé une pièce en deux. Quelques personnes se sont approchées séparément d'Ignat pour lui dire au revoir. Personne ne s'est approché de Rima. À 20h30, d'après Zemfira, la salle était presque vide. Le personnel de l'établissement s'est déplacé entre les tables avec un professionnalisme silencieux, débarrassant les verres comme ils le font lorsqu'un événement se termine sans annonce officielle. Rima a pleuré à un moment donné. Zemfira n'a pas précisé quand. Nous sommes restés assises à la table de la cuisine de Zemfira jusqu'à bien après minuit. Elle a bu du thé, j'ai bu de l'eau puis encore de l'eau puis un verre de vin qu'elle a ouvert sans demander et posé devant moi. Je l'ai bu aussi. À un moment, elle a demandé « Ça va ?» J'y ai bien réfléchi avant de répondre, parce qu'elle méritait une vraie réponse. Je crois que je le serais, ai-je dit. Mais je ne suis pas sûr d'y être déjà. Elle a hoché la tête. Ça lui suffisait. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur la table entre nous. J'avais coupé le son dans la voiture. Nous l'avons regardé s'allumer et s'éteindre comme quelque chose qui essaie d'attirer l'attention d'une pièce qui a décidé de regarder ailleurs. Igna. Rima. Ignat encore. Ma tante Zinaïda, qui vit à Nijni Tagil. Un numéro inconnu. Igna. Igna. À 22h41, un nom que je n'attendais pas, tante Clara, je l'ai regardé un instant. Puis j'ai retourné le téléphone face contre table. Pas encore. Je savais ce que contenait cet appel. Je connaissais Clara depuis toujours, et je savais qu'elle dirait les mots justes, et je n'étais pas encore prête pour les mots justes. J'avais besoin d'une nuit de plus pour rester avec les mauvais. Tu devrais dormir, a fini par dire Zemfira. Je sais, ai-je répondu. Je n'ai pas bougé. Elle m'a apporté un plaid du placard de l'entrée et l'a posé sur le canapé. Elle a éteint le plafonnier et a laissé allumer le lampadaire dans le coin, celui avec l'ampoule chaude. Elle est allée dans sa chambre. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai fixé le plafond. Dehors, la ville faisait ce qu'elle fait toujours, elle continuait, indifférente et ininterrompue, occupée à ses propres affaires. Quelque part dehors, dans un bar à vin de la rue Malicheva, le personnel empilait des chaises sur les tables. Dans un cottage de la banlieue nord, ma mère pleurait encore ou avait arrêté. Mon père dormait ou était allongé dans le noir, fixant son téléphone. Et dans un dossier sur mon ordinateur portable à la maison, il y avait un bail signé pour un appartement sur la perspective Bolkoï, à Saint-Pétersbourg. Le lampadaire dans le coin donnait juste assez de lumière pour qu'on y voie. J'ai fermé les yeux. Le matin, Zemfira a fait du café, nous nous sommes de nouveau assises à sa table de cuisine, et cette fois-ci, j'ai parlé. Pas de ce que ma mère avait dit, j'avais pris une décision, la nuit, allongée sur ce canapé, que je n'allais pas passer les heures suivant la fête à cataloguer la blessure. Je savais ce qu'elle avait dit. J'avais été présente pour l'entendre. Ce dont j'avais besoin de parler, c'était la partie que je ne voulais pas regarder en face, la partie qui était mienne. Je savais, ai-je dit. Pas dans les détails, mais en général. Je savais depuis des années de quoi elle était capable. Zemfira a enroulé ses deux mains autour de sa tasse. Et je suis resté quand même, ai-je poursuivi. 10 ans à rester. À gérer, à rediriger, à faire en sorte que ça marche tant bien que mal. Je me disais que c'était de la patience. Ce n'était pas ça. C'était quoi alors? A demandé Zemfira. J'y avais réfléchi pendant la nuit. Au matin, j'avais un mot pour ça. De la peur, ai-je dit. Partir aurait signifié admettre que j'avais eu tort de rester. Ce qui signifiait que tout ce que j'avais passé 10 ans à gérer aurait été du gâchis. Alors j'ai continué à rester pour prouver que ce n'était pas le cas. Zemfira a regardé son café. C'est ma faute, ai-je dit. Cette partie-là est à moi. Elle a hoché la tête non pas pour être d'accord avec le fait que c'était de ma faute, mais pour confirmer que je voyais la situation clairement. Il y a une différence. Et elle savait que je connaissais cette différence, alors elle n'a rien expliqué. C'est à ça que ressemble 7 ans d'amitié, les choses que vous n'avez pas besoin de dire à voix haute. J'ai pris mon téléphone. 41 notifications. J'ai commencé à lire. Voici à quoi ressemblent 53 appels manqués de l'intérieur, 9 d'Igna, répartis entre le samedi soir et le dimanche matin. 4 de Rima. 2 de mon cousin Demid. 1 de ma tante Zinaïda,
un de l'ami de ma mère, Pelageya, et un d'un numéro que j'ai fini par identifier. Il appartenait à une femme du comité de charité de Rima, à qui quelqu'un avait de toute évidence raconté quelque chose. Un de Bovena, qui disait seulement « Il fallait du cran pour ça. Appelle-moi quand tu veux. » Et puis les SMS, « Igna, samedi, 23h47, s'il te plaît, rappelle-moi quand tu pourras. Ta mère est très contrariée. Igna, dimanche, 2/9. L'avis de renouvellement d'assurance est arrivé. Je ne sais pas à quel compte il est lié. Tu connais le mot de passe pour le portail? J'ai lu celui-là 2 fois. Le portail d'assurance. Celui pour lequel j'avais réinitialisé le mot de passe en janvier. Un mardi. En attendant 22 minutes au téléphone tout en déjeunant à mon bureau. Igna, dimanche, 9/14. J'ai trouvé le rendez-vous chez le médecin de ta mère dans le calendrier. Celui de jeudi. C'est toi qui l'as pris? Je ne savais pas qu'il y était. Rima, dimanche, 11/2. Un message vocal, que je n'ai pas encore écouté. Je l'ai laissé en attente. Igna, dimanche, 13h30, je suis désolé, Aglaya. Je suis désolé de ne pas l'avoir arrêté. Je ne sais pas si ça aide. Ça aidait un peu, mais pas assez, ce qui est probablement la définition la plus précise de la majeure partie de ce que mon père m'a offert au fil des ans. J'ai posé le téléphone sur la table. Zanfira lisait des choses sur son propre téléphone, me laissant de l'espace, et elle a levé les yeux. C'est grave, a-t-elle demandé. Mon père m'a envoyé un SMS à 2h du matin pour me demander le mot de passe du portail d'assurance, ai-je dit. Elle a posé son téléphone. Il ne savait pas que ce rendez-vous médical existait, ai-je ajouté. Celui que j'ai pris pour ma mère en août. Il l'a trouvé dans le calendrier et n'a pas compris ce que c'était. Ce qu'il y avait de frappant dans ce SMS, ce avec quoi je devais me familiariser, ce qui n'était pas dramatique et qui était d'une certaine manière d'autant plus difficile à supporter à cause de ça, c'était ceci. J'avais fait toutes ces choses pendant si longtemps que les personnes pour lesquelles je les faisais avaient cessé de remarquer qu'elles étaient faites. Le portail. Le rendez-vous, le rappel des médicaments. La liste de courses. Le renouvellement d'assurance. Rien de tout cela n'avait de nom dans notre famille. C'était juste la façon dont les choses fonctionnaient, tout comme le chauffage s'allume sans que personne ne pense à la chaudière. Maintenant, ils allaient devoir penser à la chaudière. Le 53e appel est arrivé à 11h18 ce dimanche matin-là. Je le sais parce que je comptais pas de manière obsessionnelle, juste de la façon dont on suit un objet du regard en attendant de voir où il va atterrir. Tante Clara. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant une sonnerie entière. Puis j'ai décroché. Je n'appelle pas pour te demander de revenir, a-t-elle dit. C'est la première chose qu'elle a dite. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu » juste ça. Ce qui m'indiquait qu'elle avait réfléchi à chaque mot et avait décidé de commencer par ce qui comptait vraiment. D'accord, ai-je dit. J'avais juste besoin que tu saches que ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Sa voix était ferme. Elle avait la voix d'une femme qui observait sa jeune sœur depuis 50 ans et qui avait un grand nombre d'opinions qu'elle avait pour la plupart gardées pour elle. Ça n'a jamais été la vérité. Et je ne sais pas si ça aide en quoi que ce soit. Ça aide un peu, ai-je répondu. Une pause. Puis, tu t'en vas quelque part? J'ai regardé la fenêtre. La lumière d'octobre traversait la vitre, fine et si particulière. À Saint-Pétersbourg, ai-je répondu la première fois que je le disais à voix haute à un membre de ma famille. Elle s'est tue un instant. Bien, a-t-elle dit. Juste ça. Bien. Nous avons parlé quelques minutes de plus de choses sans importance. Je lui ai dit que je resterais en contact, et je le pensais. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Je me suis assise à la table de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert. Le carton avec l'inscription « Livre pour Peter » était toujours près de la porte d'entrée, là où je l'avais laissé vendredi soir. Je l'ai regardé pendant un moment. Puis j'ai ouvert un nouvel email, j'ai entré l'adresse de mon responsable, mis les RH en copie, et j'ai tapé. Veuillez accepter ce message comme ma lettre officielle de démission, prenant effet dans 2 semaines à compter d'aujourd'hui, en raison d'une relocalisation à Saint-Pétersbourg. Je l'ai relu une fois. Et j'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assise dans le silence de mon appartement. La chaudière à gaz s'est allumée, ce petit cliquetis mécanique qu'elle émet lorsque la température descend en dessous d'un seuil que j'avais fixé il y a des années et que je n'avais jamais changé. La chaleur a commencé à monter du plancher. J'ai préparé le dîner. Je l'ai mangé à table, sans mon téléphone. Dehors, c'était le genre de nuit d'octobre qui donne l'impression d'une clôture pas triste, juste achevée. Le sentiment qu'on éprouve quand on a tourné la dernière page d'un chapitre, et que le suivant n'a pas encore commencé. J'ai lavé mon assiette. Je suis allé me coucher. Un mardi matin du mois de novembre, j'ai préparé du café et je l'ai bu en entier avant qu'il ne refroidisse. C'est une petite chose. Je sais que c'est une petite chose. Mais je ne l'avais pas fait depuis des années, préparer du café, me tenir à une fenêtre et le boire chaud de la première à la dernière gorgée. Et debout dans ma cuisine sur la perspective Bolkoï, avec la lumière gris-vert de Saint-Pétersbourg affluant de la fenêtre exposée à l'est,
je l'ai remarqué. Je me suis permis de le remarquer. L'appartement était à moitié déballé. Des cartons le long d'un mur, des piles de livres sur le sol attendant des étagères que je n'avais pas encore achetées, et une seule chaise à la table de la cuisine que j'avais jugée suffisante pour l'instant. Depuis la fenêtre, je pouvais voir la rue en contrebas, le café au coin, et le magasin de bricolage en face. Un homme promenait un tout petit chien dans un imperméable jaune, le chien, pas l'homme. J'ai fini mon café et je suis parti travailler. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite, sans drame, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Rima a envoyé un message vocal 3 jours après la fête. Il durait 4 minutes. Je l'ai écouté une fois, debout dans mon vieil appartement à Yekaterinbourg, avec un carton à moitié vide ouvert sur le sol à côté de moi. Elle a dit que j'avais fait honte à la famille. Elle a dit qu'elle avait seulement essayé d'être honnête. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour, je comprendrais qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait par amour. Sa voix s'est brisée 2 fois, et elle a repris contenance les 2 fois. J'ai supprimé le message. Igna a envoyé un SMS 6 jours plus tard, nous nous débrouillons. J'espère qu'à Saint-Pétersbourg, tout se passe bien. J'ai répondu, merci, papa. C'est tout. À quoi ressemblait ce nous nous débrouillons, je l'ai appris par morceaux. Ignat a appelé le service client de la compagnie d'assurance et a passé 1 heure en attente pour réinitialiser le mot de passe du portail, ce même portail auquel j'accédais en leur nom depuis 3 ans. Il a trouvé, dans un dossier de mon ancien bureau que j'avais laissé derrière moi, un fichier étiqueté « Santé, Ignat », contenant 2 années de relevé de sa tension artérielle, les dates de renouvellement de ses ordonnances et les coordonnées de son cardiologue. Il ignorait l'existence de ce dossier. Il a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé, et dans sa voix, au moment où il l'a dit, j'ai reconnu l'intonation d'un homme qui prenait conscience, pour la première fois, des véritables dimensions de la pièce dans laquelle il vivait. Il n'a pas dit merci. Et je n'en avais pas besoin. Le rendez-vous médical de Rima le jeudi après la fête a été manqué. Personne n'a appelé pour le reporter. Je le sais parce que j'ai vérifié une fois via le portail patient que j'avais créé pour elle 2 ans plus tôt. J'ai vérifié, puis je me suis déconnecté et je n'y suis jamais retourné. Dans les semaines qui ont suivi la fête, 3 personnes du comité de charité ont posé des questions à Rima. L'une d'elles avait une fille qui travaillait avec quelqu'un qui était à Loza, ce soir-là. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit à Rima ni comment elle y a répondu. Tout ce que je sais, c'est que la version d'elle-même qu'elle avait présentée à cette communauté, la mère dévouée, la femme qui fait des sacrifices, avait désormais une autre forme. Pas détruite, juste différente. Dans les cercles où la réputation sert de monnaie d'échange, une forme différente est déjà bien suffisante. Tante Clara a appelé encore 2 fois. Nous avons parlé de son jardin, d'un voyage au Portugal qu'elle envisageait, d'un roman qu'elle avait lu et voulait me recommander. Ce furent les premières véritables conversations que j'ai eues avec quiconque de ce côté de la famille depuis des années, des conversations qui n'avaient rien à voir avec la résolution d'un problème. C'était juste des conversations. J'avais oublié à quel point cela m'avait manqué. Un mercredi, lors de ma 2e semaine chez Romanov, partenaire, une directrice principale nommée Ariadna s'est arrêtée à mon bureau et m'a demandé si j'accepterais de prendre la tête d'un nouveau compte, client une fondation qui organisait un gala annuel pour 300 personnes. Elle a dit avoir entendu que je faisais un travail exceptionnel à Yekaterinbourg, et qu'elle voulait voir de quoi j'étais capable avec plus d'espace pour manœuvrer. J'ai dit oui. J'ai dit oui, de la manière dont on dit oui, quand la réponse est prête depuis très longtemps et que la question est enfin posée. Un jeudi matin, je me tenais à la fenêtre de mon nouveau bureau au 8e étage, regardant le quartier de Petrograd et, au-delà, la vaste étendue gris-vert du golfe de Finlande. Un brise-glace traversait l'eau au loin, lent et régulier, se dirigeant d'une rive à l'autre avec cette patience particulière des choses qui savent d'exactement où elles vont. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Zemfira, comment va Peter? J'ai regardé le bateau. J'ai regardé l'eau. J'ai regardé la ville qui s'étalait sous mes yeux, pleine de gens que je n'avais pas encore rencontrés, de travail que je n'avais pas encore accompli, d'aube que je n'avais pas encore vécu. J'ai tapé en réponse, calme. J'aime ça. J'ai reposé le téléphone et je me suis tourné à nouveau vers la fenêtre pour un dernier instant. Dehors, la lumière faisait quelque chose de compliqué avec l'eau, comme le fait souvent la lumière dans cette ville stratifiée et changeante, comme si elle n'arrivait pas à se décider entre le gris et l'argent et continuait d'essayer les deux. Puis je me suis retourné vers mon bureau et je me suis mis au travail. Depuis, j'ai beaucoup repensé à ce que disait ma grand-mère, que la vérité finit toujours par éclater. Elle avait raison. C'est vrai. La partie qu'elle n'avait pas mentionnée, et que j'ai dû découvrir par moi-même, c'est que parfois, la vérité qui éclate n'est pas la fin de quelque chose. Parfois, c'est juste une porte qui s'ouvre enfin. Et j'ai appris, dans les mois qui ont suivi le 14 octobre, que la question qui mérite qu'on s'y attarde n'est pas ce qui se passe quand les gens qui étaient censés vous aimer disent enfin ce qu'ils n'arrivaient pas à dire. La vraie question est de savoir ce que l'on fait devant la porte ouverte. Combien de temps on reste sur le pas de la porte? Et si on décide de la franchir? À quel moment le fait de maintenir une famille unie cesse-t-il d'être de l'amour pour devenir la raison pour laquelle ils n'ont jamais appris à se maintenir eux-mêmes? Je n'ai pas de réponse claire. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait une.
Mais je sais ce que j'ai fait quand la porte s'est ouverte. Je l'ai franchie. Et je n'ai pas regardé en arrière. Voici ce que l'histoire d'Aglaya peut vous apprendre, si vous le lui permettez, les gens qui vous considèrent comme un acquis ne réalisent pas ce que vous faites pour eux, non pas parce qu'ils sont aveugles, mais parce que vous avez rendu trop facile le fait de ne pas le voir. Quand vous gérez tout en silence, quand vous absorbez chaque intrusion et redirigez chaque tentative de contrôle sans vous plaindre, vous ne faites pas preuve de patience. Vous faites un choix. Et ce choix, répété assez longtemps, devient invisible pour eux et parfois pour vous-même. Être connaissez-vous quelqu'un comme Rima. Être avez-vous géré une personne comme elle pendant des années esquivant, arrondissant les angles, gardant toujours une longueur d'avance sur la prochaine intrusion. Et si c'est le cas, je veux vous demander honnêtement. Depuis combien de temps appelez-vous cela de la patience, alors que le mot le plus exact serait la peur? Car voici la vérité qu'Aglaya a dû apprendre à la dure. Certaines personnes ne comprennent votre valeur que lorsque vous n'êtes plus là pour la leur fournir. Cet identifiant qu'ils n'ont jamais eu besoin de connaître, ce rendez-vous médical dont ils ignoraient l'existence, cette vie que vous mainteniez discrètement ensemble pendant qu'ils s'en attribuaient le mérite. Si quelqu'un dans votre vie vous a déjà fait sentir que vous étiez de trop, ou pas assez, ou simplement invisible, laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Parce que vous n'êtes pas seul, et que certaines portes méritent d'être franchies sans regarder en arrière.